Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On poursuit toujours donc le roman de Luigi Pirandello qui s'intitule 1, personne et 100 000. On avait attaqué donc le livre 3 et aujourd'hui je vais commencer donc par le chapitre 4 qui s'intitule La plante qui germe. En attendant, si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous installer confortablement sur votre canapé, à nous faire un petit coucou, laisser un commentaire via le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Donc chapitre 4, la plante qui germe. Je découvris alors, pour la première fois, mon père sous un angle nouveau. À l'extérieur, vivant sa vie propre, non tel qu'il était pour soi, tel qu'il se sentait, cela je ne pouvais pas le savoir. Mais comme un être qui me serait entièrement étranger m'apparaissait aujourd'hui dans la réalité que devaient lui conférer les autres. Peut-être sera-t-il arrivé à tous les fils de s'apercevoir avec humiliation que ce père, objet de notre respect, ne possède pas et ne peut posséder pour autrui une réalité identique à celle que nous le lui donnons. Découvrir comment il vit et quel homme il est en dehors de nous, pour soi, dans ses rapports avec les autres. Et les autres, en causant avec lui et en l'excitant à parler, à rire, à regarder, oublient un moment notre présence et nous laissent ainsi entrevoir l'homme qu'ils connaissent en lui, l'homme qu'il est pour eux. Un autre. Mais qui? Impossible de le savoir. Car aussitôt, notre Père a fait un signe du doigt ou de la main pour rappeler que nous sommes là. Et ce petit signe furtif suffit pour creuser en nous un abîme, celui que nous croyons si proche de nous, le voilà, projeté au loin et aperçu comme un étranger. Nous sentons un déchirement de tout l'être et n'avons plus avec cet homme qu'un point de commun, dont nous rougissons. Notre naissance, détachée, arrachée de lui, événement banal, peut-être prévu mais involontaire dans la vie de cet étranger, conséquence d'un geste, fruit d'un acte, une chose en somme qui nous inspire de la honte, qui suscite en nous du mépris, presque de la haine, et dans les regards de notre Père aussi, qui viennent de croiser les nôtres, nous discernons, sinon une haine véritable, du moins une certaine irritation. Ainsi dressés et avec nos deux yeux vigilants et hostiles, nous sommes pour lui la conséquence inattendue d'un élan ou d'un plaisir momentané. Germe inconnu de lui, qui à présent, avec ses yeux d'escargot montés en antenne, tâtonnant, le juge et l'empêche d'être à sa guise, en toute liberté, un autre par rapport à nous aussi. Chapitre 5. Traduction d'un titre. Jamais encore je n'avais ainsi dissocié de moi mon père. Je me l'étais toujours imaginé, rappelé, en tant que père, tel qu'il se montrait à moi. Bien peu, à vrai dire, car ma mère était morte extrêmement jeune. Je fus placée dans un collège éloigné de Riccieri, puis dans un second, enfin dans un troisième où je restais jusqu'à 18 ans. Par la suite, j'allais à l'université durant 6 ans et j'y passais d'un genre d'études à un autre, sans en retirer le moindre avantage pratique. C'est pourquoi je finis par être appelée à Riccieri et, récompense ou châtiment, prestement mariée. 2 ans plus tard, mon père mourut, sans me laisser de lui, de son affection, d'autres souvenirs plus vifs que ce sourire tendre où il entrait, comme je l'ai dit, un mélange de pitié et d'ironie. Mais qu'avait-il été au fond? À présent, je sentais que mon père mourrait tout entier. Il avait été conforme à l'idée que s'en faisaient les autres et que je partageais bien peu. Et ce sourire à mon adresse lui venait certainement aussi des autres, de cette réalité que les autres lui conféraient et qu'il soupçonnait. C'est maintenant que je me l'expliquais et que j'en percevais l'horrible signification. « Quelle est la profession de ton père ?» me demandaient mes camarades au collège. Je répondais « banquier », car pour moi, mon père était banquier. Si votre père était bourreau, comment traduirait-on ce titre dans votre famille, de manière à le concilier avec tendresse et que vous lui portez et qu'il vous porte? Oh, il est tellement, tellement bon
Pour vous, ah, je le sais bien, inutile de me le dire. Je me représente parfaitement l'amour d'un tel père pour son petit garçon, la délicatesse de ses grosses mains qui tremblent en lui boutonnant au cou sa petite chemise blanche. Et puis, le lendemain, à l'aube, ses mains féroces posées sur le comptoir, car, tout banquier qu'il est, je ne l'imagine aisément, élevant ses taux de 10 à 20% et de 20 à 40%, au fur et à mesure que s'étend dans son pays, avec la mésestime générale, sa réputation d'usurier. Demain, elle pèsera comme une honte sur le petit garçon encore ignorant de tout, qui se divertit de pensées saugrenues, pauvre de luxe, de bonté, et qui vraiment méritait bien ce sourire de tendresse, à demi ironique, à demi apitoyé. Chapitre 6. Le bon fils féroce. Je me présentai à ma femme, Dida, les yeux emplis de l'horreur de cette découverte. Horreur qui se voilait d'humiliation et de tristesse. Pourtant, un vague sourire errait sur mes lèvres et la pensée que personne ne pourrait croire à l'existence en moi de pareils sentiments. Dida se trouvait, je m'en souviens, dans une chambre claire, vêtue de blanc, et tout enveloppée dans un rayon de soleil, elle rangeait dans la grande armoire laquée blanc et or à triple glace ses nouveaux vêtements printaniers. Refoulant mon amertume et ma honte secrète, j'essayais d'extraire de mon côté une voix qui ne sembla pas trop étrange et demandait « Tu sais bien, n'est-ce pas, Dida, quelle est ma profession ?» Dida, tenant à la main un porte-habit d'où pendait une robe de voile Isabelle, se retourna d'abord et me dévisagea comme si elle ne me reconnaissait pas. Ahurie, elle répéta « Ta profession ?» L'esprit déchiré, il me fallut à nouveau subir l'amertume de cette honte pour renouveler ma question. Mais cette fois, elle me resta en partie dans la gorge. « Oui, dis-je. Qu'est-ce que je fais ?» Dida me regarda un instant et partit d'un grand éclat de rire. « Mais que dis-tu là, Jean-G ?» Son rire dissipa brusquement l'horreur et le cauchemar de ces lois inéluctables, aveugles, contre lesquelles mon esprit plongé dans le gouffre de ses recherches venait de se heurter en frissonnant. Ah, voilà, un usurier pour les autres. Pour ma femme, Dida, un imbécile. Ici, j'étais Jean-G, quelqu'un dans la pensée aux yeux de ma femme, et qui sait combien d'autres Jean-G je figurais au dehors de la pensée ou simplement aux yeux des gens de Riccieri. Il ne s'agissait pas de mon esprit qui, lui, se sentait libre et intangible, à l'abri de toutes mes considérations sur les contingences extérieures, sur tout ce qui m'avait été donné ou qui m'était venu des autres, en premier lieu, la profession de mon père. Non ? Mais alors, de quoi s'agissait-il ? Il m'était possible de récuser cette réalité méprisable que me conféraient les autres. J'étais, hélas, pourtant forcée d'admettre que même si je ne m'étais attribué une moi-même, elle ne me serait pas plus vraie, en tant que réalité, que celle qui m'attribuait, en laquelle il me faisait consister, avec un corps qui, à présent devant ma femme, me semblait ne plus m'appartenir à moi, puisqu'elle avait fait sien ce Jean-G qui venait à l'instant de temps l'égayer en proférant une nouvelle ineptie. Vouloir connaître sa profession, comme si on l'ignorait. Luxe de bonté, murmurai-je, presque à part, rompant un silence qui me paraissait hors de la vie, car ombre devant ma femme, je ne savais même plus de quel lieu, moi, en tant que moi, je lui parlais. « Que dis-tu » répéta-t-elle, solidement campée dans sa réalité à elle, tenant toujours le vêtement couleur Isabelle à la main. Je ne répondais pas. Elle s'avança vers moi, me prit par le bras et souffla sur mes yeux, voulant sans doute y effacer un regard qui n'était plus celui de son Jean-G. Ce Jean-G qui lui aussi, comme elle, devait feindre d'ignorer le nom que, dans les pays, on donnait à la profession de son père. Mais n'étais-je pas pire que mon père ? Ah, lui, du moins, travaillait.
Mais moi, que faisais-je? J'étais le bon fils féroce. Le bon fils qui parlait de 1000 choses étrangères, et même bizarres, de la découverte de mon nez qui était de travers, ou bien de la face opposée de la lune, pendant que la soi-disant banque de mon père, grâce aux 2 amis fidèles, Firbo et Quantorso, continuait à travailler, à prospérer. Il y avait aussi quelques associés de moindre importance. Les 2 amis fidèles y étaient co-intéressés, comme on dit, et on allait, le vent en poupe, sans que j'eusse à m'en occuper, chérie, de tous mes co-associés, de Quantorso comme un fils, de Firbo comme un frère, tous savaient qu'il était inutile de me parler affaires et qu'il suffisait de me demander de temps en temps une signature. Je signais, c'était tout. Non, pas tout, car parfois aussi, quelqu'un venait solliciter un mot de recommandation pour Firbo et Quantorso. Et moi, alors, je lui découvrais une fossette qui divisait son menton en 2 parties inégales, l'une plus accentuée que l'autre. Comment ne m'avait-on pas encore assommé jusqu'à présent? C'est parce que, de même que je ne m'étais pas encore détachée de moi pour m'examiner, je vivais en aveugle dans les conditions où le sort m'avait placé sans chercher à les approfondir, y étant née et y ayant grandi, de sorte qu'elle me paraissait naturelle. De même, les autres aussi trouvaient naturel que je fusse ainsi. Et me connaissant ainsi, ils ne m'imaginaient pas autrement. Ils pouvaient supporter ma vue presque sans haine et même sourire à ce bon fils féroce. Tous. Soudain, je sentis comme 4 lames empoisonnées, 2 perdus plantés dans mon âme, les yeux de Marco di Dio et de sa femme Diamant que je rencontrais chaque jour en rentrant chez moi. Chapitre 7. Parenthèse nécessaire, la même pour tous. Marco di Dio et sa femme Diamant se trouvèrent être, si j'ai bonne mémoire, mes premières victimes par là. Enfin, par là, j'entends les premiers qui me servirent de sujet d'expérience, à l'effet de détruire un Moscarda. Mais de quel droit parlais-je d'eux? De quel droit conférais-je une apparence et une voix à des êtres qui ont une vie distincte de la mienne? Comment en parler? Je les vois du dehors tels qu'ils offrent à ma vue, c'est-à-dire sous un aspect qui leur semblerait sans doute étranger. Ne commettrais-je pas à leur égard l'injustice dont je souffre moi-même? Oui, certes. Mais avec cette légère différence que je tiens compte de la façon particulière dont chacun se voit et se construit, finissant sincèrement par se croire tel, non seulement à ses propres yeux, mais aux yeux des autres. Présomption dont chacun doit payer la rançon. Mais vous ne vous rendez pas encore à l'évidence et vous vous écrieriez « Et les faits? Qu'en faites-vous? Les données de faits n'existent-elles donc plus ?» Si elles existent. Naître est un fait. Naître à une époque plutôt qu'à une autre, je vous l'ai déjà dit, de tel père plutôt que de tel autre, et dans telle ou telle condition, naître fille ou garçon, en Laponie ou en centre de l'Afrique, beau ou laid, avec ou sans bosse, voilà des faits. Si vous perdiez un œil, ce serait encore là un fait, et si, étant peintre, vous les perdiez tous les 2, ce serait le fait le plus fâcheux qui puisse vous advenir. Le temps, l'espace, autant de nécessités inéluctables. Le sort, la fortune, les événements, traquenard qui nous tend la vie. Vous voulez exister. Or, il n'est pas d'existence dans l'abstrait. Il faut que l'être se prenne au piège d'une forme et pour un temps s'en accommode, ici ou là, de telle ou telle façon. Toute chose, aussi longtemps qu'elle dure, est forcée de subir sa forme, la condamnation, la contrainte d'être ainsi et de ne pouvoir se modifier. Cet être, contrefait que nous voyons là, nous semble comique, d'une drôlerie supportable pour une seule minute, pas davantage. Après, nous le voudrions redresser, svelte, agite, élancé. Mais non, il ne changera plus durant toute sa vie. Et il n'en a qu'une, et devra se résigner à la passer tout entière ainsi.
Il en est des actes comme des formes. L'acte accompli est ce qu'il est, sans transformation possible. Quand un individu agit, son acte le suit et demeure, même s'il n'est pas perceptible et sensible à travers ses actions suivantes. L'homme y reste emmuré comme dans un cachot. Si vous vous êtes marié, ou même, dans l'ordre matériel, si vous avez volé et que vous ayez été surpris, si vous avez tué, les conséquences de vos actions vous envelopperont en spirale, vous étoufferont de leurs tentacules et vous sentirez peser sur vous, atmosphère dense, irrespirable, la responsabilité que vous avez assumée de ces actions et de leurs résultats involontaires et imprévus. Comment vous en libérer désormais? Mais qu'entendez-vous par là? Que les actes comme les formes déterminent ma réalité ou la vôtre? Mais comment? Pourquoi? Personne ne peut contester qu'on est prisonnier de ses actes. Mais si c'est à cela que se borne votre affirmation, elle ne contredit pas la mienne, puisque je dis et je soutiens moi aussi que nos actes constituent une prison et la plus injuste qui se puisse imaginer. Je croyais pourtant l'avoir démontré. Je connais Pierre. Je lui confère une réalité à ma façon et fondée sur la connaissance que j'ai de lui. Mais vous aussi, vous connaissez Pierre. Et celui qui vous est familier n'est certes pas le même, car chacun de nous le voit et lui confère une réalité à sa façon. Or, pour lui aussi, Pierre possède autant de réalités distinctes qu'il connaît d'individus, car il se connaît d'une certaine manière dans ses rapports avec moi, d'une autre avec vous, et avec un tiers, et ainsi de suite. Ce qui revient à dire que Pierre est en réalité un être pour moi, un autre encore pour vous, un autre pour un troisième et puis encore un autre pour un quatrième, tout en ayant l'illusion, lui aussi, lui surtout, qu'il est unique pour tout le monde. Voilà le fâcheux, ou si vous préférez, le comique. Nous accomplissons un acte, nous croyons de bonne foi y être tout entier. Hélas, nous nous apercevons qu'il n'en est rien et qu'au contraire, l'acte est toujours et uniquement commis par l'un des nombreux individus que nous incarnons, que nous sommes susceptibles d'incarner. S'il nous arrive, par malheur, d'y demeurer pour ainsi dire, liés et pendus, nous nous apercevrons que nous n'y sommes pas inclus tout entiers et que par conséquent, ce serait une atroce injustice de nous juger sur ce fait unique, de nous tenir liés et pendus, attachés à ce pilori pour toute la vie. Comme si cette vie devait se résumer dans ce seul acte. Et alors, nous nous écrions « Mais je suis aussi celui-là, et cet autre, et puis cet autre encore. » Plusieurs êtres, mais oui, plusieurs, qui étaient étrangers à l'acte commis par l'un d'eux et n'avaient rien à y voir, ou bien peu de choses. Ce n'est pas tout. Il arrive souvent que par la suite l'auteur de l'acte, autrement dit, la réalité que nous nous sommes conférée à un moment donné et qui seule est responsable, disparaissent complètement, si bien que le souvenir de cet acte ne demeurera plus en nous, à supposer qu'il y demeure. Donc ne demeurera plus en nous qu'à l'état de cauchemar inexplicable. Un autre être, 10 autres, tous les autres qui cohabitent en nous surgissent un à un pour nous demander des comptes et que nous sommes plus en mesure de rendre. Réalité passée. Quand il ne s'agit pas de faits aussi graves, nous donnons à ces réalités de jadis le nom de désillusions. Oui, c'est cela, car en vérité, toute réalité est une illusion, et même illusion qui me fait vous dire que vous êtes en présence d'un autre que celui que vous croyez. Vous vous trompez, m'objectez-vous. Nous sommes très superficiels, vous et moi. Nous n'approfondissons pas assez cette bouffonnerie dont le sens est plus difficile à pénétrer que vous n'imaginez. C'est que l'être agit nécessairement au moyen de formes, les apparences qu'il crée, et auxquelles nous conférons la valeur d'une réalité, valeur qui varie selon que l'être nous apparaît sous telle forme et dans l'accomplissement de tel acte. Il nous semble finalement que ce sont les autres qui font erreur, qu'une forme donnée, un acte donné ne sont pas tels qu'ils les jugent. Mais si notre angle de vision se déplace, nous nous apercevons que notre jugement aussi était faux.
Si bien qu'en fin de compte, nous sommes forcés de reconnaître que nous ne pourrons jamais leur assigner de réalité définitive, de façon stable et certaine, mais tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, de sorte que ces réalités nous paraissent tour à tour toutes erronées ou toutes vraies, ce qui revient au même. Il ne nous a pas été donné une réalité unique, et il n'en est point. Mais c'est à nous qu'il importe de la créer, si nous voulons exister. Et elle ne sera d'ailleurs jamais unique pour tous, unique pour toujours, mais en transformation perpétuelle. Si d'une part l'on peut soutenir que la réalité d'aujourd'hui est la seule vraie, d'autre part, cette assertion nous précipite dans un vide sans fond. Car demain, la réalité d'aujourd'hui est destinée à se révéler illusion. Et la vie ne conclut pas. Elle ne peut conclure. Car si demain elle concluait, ce serait la fin. Et c'est ainsi que s'achève donc cette lecture de 1 personne et 100 000 de Luigi Pirandello. Restez avec nous pour découvrir donc la suite de ce roman très métaphysique. Je vous dis à tout de suite, un voyage au bout de la nuit.